Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Maroc, l'un des pays les plus riches au monde en termes de collecte de météorites. Elle contribue à plus de 50% de la recherche scientifique dans le monde. Des roches qui tombent du ciel et viennent enrichir le patrimoine géologique du royaume. Elles sont d'une valeur inestimable pour les scientifiques et contribuent aux avancées de la science, mais aussi au développement durable du désert marocain où on les trouve. Depuis 2020, une réglementation est en vigueur au Maroc pour réguler leur commercialisation et leur exportation. Et nous allons justement parler de cette réglementation. Et avec nous, pour faire le point, le docteur Hasna Chnaoui. Vous êtes professeur à l'Université Hassan II de Casablanca. Vous êtes également spécialiste des météorites et des cratères d'impact et président de la fondation At-Tariq. Voilà. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Un plaisir toujours de vous avoir en tout cas sur ce plateau. Avant de commencer et avant de parler de cette réglementation, commençons par vulgariser un petit peu les concepts. En tout cas, qu'est-ce qu'une météorite ? Alors de façon simple, une météorite c'est une roche, sauf que c'est une roche qui n'appartient pas à la Terre. C'est une roche extraterrestre, donc qui nous est parvenue sur Terre suite à un impact sur son corps parent. Donc, elle a été arrachée à un corps parent et elle est arrivée sur Terre. Voilà, donc c'est en fait une roche extraterrestre. Pourquoi est-ce qu'on en trouve autant au Maroc aujourd'hui ? Alors, le fait d'en avoir au Maroc, c'est parce que nous avons un grand désert qui est plutôt donc safe, en fait, où on peut aller chercher, etc. Donc, ce n'est pas parce que les météorites tombent dans le désert, mais c'est simplement que quand une météorite tombe dans un endroit qui est sec, elle va être préservée plus longtemps que si elle tombe dans un endroit où il y a de l'eau, dans les forêts, dans les océans, etc. Donc il y a une accumulation dans les déserts, d'ailleurs que ce soit les déserts froids ou chauds. L'endroit où il y a le plus d'accumulation de météorites, c'est en Antarctique, donc, qui est un désert froid. Et comme il n'y a pas d'eau liquide, les roches sont moins altérées et donc elles s'accumulent. Et donc elles s'accumulent dans un endroit et c'est ce que nous avons par exemple dans le sud du Maroc, dans le désert, dans le Sahara marocain. Très bien. Alors, vous avez écrit un article justement sur cette réglementation dont je parlais à l'instant. Donc, une réglementation concernant la commercialisation en tout cas et l'exportation de ces météorites. Avant donc cette réglementation, qui est en vigueur, en tout cas depuis 2020. Est-ce que la collecte de météorites ou la vente était considérée comme étant légale ? Alors, avant donc, ce décret, il n'y avait pas vraiment de législation. Et donc, on ne pouvait pas parler de légal ou illégal parce qu'il n'y a pas de législation. Évidemment, le Maroc dispose, bien sûr, d'une législation concernant le commerce et l'export. Mais pas quelque chose qui soit spécifique, dédié à ces objets-là, que sont les météorites, les fossiles et les minéraux. Donc, avant la réglementation, on ne pouvait pas avoir de documentation, on ne pouvait pas avoir de documents officiels qui vous disent vous avez exporté légalement votre objet. Et donc, qu'est-ce qu'elle apporte, cette nouvelle réglementation ? Quels sont les détails à connaître aujourd'hui concernant cette réglementation ? Alors d'abord, moi je suis extrêmement fière de mon pays et heureuse qu'on ait pu réussir à mettre en place cette réglementation-là. Le seul pays en Afrique et dans le monde arabe également. Parce que nous avons, en fait, nos décideurs, que je remercie, ont eu l'intelligence d'écouter ce que nous avons essayé de leur expliquer, et de profiter de l'expérience des pays voisins, des pays limitrophes et des pays qui disposent d'un grand nombre de météorites où il s'agit simplement dans leur réglementation qui existe de dire que la collecte est interdite, l'export est interdit. Mais ça ne protège pas ces pays de vente et d'export illégal. Toutes les météorites du sultanat d'Oman, le sultanat d'Oman est très strict par rapport à cela, mais il y a des milliers de météorites du sultanat d'Oman qui sortent de façon illégale de ce pays, qui sont commercialisées, etc. Donc l'idée était que, en fait, au Maroc,
on profite de cette expérience et on essaye d'avoir une réglementation intelligente et qui soit donc au bénéfice de tout le monde, win-win. Justement, on parle d'un partenariat gagnant-gagnant. Absolument. De quelle manière les deux parties Alors, de quelle gagnent? manière? Aujourd'hui, les chasseurs de météorites ont le droit, c'est un droit qui leur est donné, de demander une autorisation de collecte de météorites. Donc, officiellement, ils peuvent déposer leur demande auprès de la direction de la géologie et avoir un document qui couvre leur activité. Ensuite, ils peuvent également avoir la possibilité d'exporter légalement leurs trouvailles, bien sûr, avec une norme, avec des conditions, mais ils ont légalement ce droit. Et donc, ça ouvre vraiment quelque chose où on est capable de ramasser et de commercialiser de façon claire, pas ambiguë, et où on a la possibilité de vendre, par exemple, je vous donnerai juste l'exemple des musées. Tous les musées du monde peuvent acheter des échantillons du Maroc, mais s'ils ne sont pas exportés légalement, ils ne peuvent pas le faire. Donc aujourd'hui, les gens peuvent commercialiser auprès de musées, etc. Si j'ai bien compris, je parle sous votre contrôle, quand on trouve une roche de moins d'1 kilo, il faut en laisser 20 grammes, c'est ça, pour la recherche scientifique marocaine en tout cas. Et quand on a une roche de plus d'1 kilo, il faut en laisser 40, c'est bien ça? Alors donc ça, dans ce décret, il est mentionné que lorsque vous avez en fait une découverte que vous voulez exporter et que vous passez, bien sûr, il faut passer par la direction de la géologie. Et donc, il y a une partie qui est gardée au Maroc au niveau de la direction de la géologie. Donc, elle rentre dans le patrimoine géologique du Maroc. Donc, c'est la direction de la géologie qui est donc dans le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Donc, en fonction de la masse de ce qui est collecté, c'est ce que vous avez dit, donc moins d'1 kilo, c'est 20 grammes, plus d'1 kilo, c'est 40 grammes, qui sont au niveau du ministère. Et pour la recherche scientifique également, n'est-ce pas? Alors, logiquement, oui, mais en tout cas, c'est une collection nationale. C'est-à-dire que, en fait, ça appartient au Royaume du Maroc, et donc on n'est pas allé plus loin par rapport à si on veut faire de la recherche, est-ce qu'on peut avoir un morceau, etc. Je pense qu'en faisant une demande auprès du ministère, on peut disposer d'échantillons pour faire nos analyses. Et qui est concerné par cette réglementation? Mis à part les chasseurs de tête, qui d'autre est concerné par cette réglementation? Alors, c'est surtout les gens qui ramassent. Alors là, on parle de météorites, mais ça ne concerne pas. Les chasseurs de roches, pardon, j'ai dit chasseurs de tête. Lapsus, les chasseurs de roches, oui. Donc, alors, il y a bien sûr les chasseurs de météorites, mais il y a aussi les gens qui collectent les fossiles, les gens qui collectent les minéraux. C'est une communauté qui est très, très importante. Dans le sud du Maroc, il y a beaucoup de personnes qui en vivent. Donc, ça fait un nombre assez important de personnes. Et puis, évidemment, pas uniquement les personnes qui ramassent, mais aussi les personnes qui exportent. Parce qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans l'export de ces roches. Et voilà. Donc, et justement, quelles conditions il faut remplir aujourd'hui pour pouvoir obtenir une licence permettant justement de commercialiser et de ramasser ces roches de manière légale? Donc, c'est deux choses différentes. Le ramassage, donc, c'est une demande qui est faite, qui peut être faite par des individus ou des groupements. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont mis en association, etc. Et donc, ils remplissent juste une demande en donnant leur numéro de carte d'identité, etc., en précisant dans quelle région ils veulent faire leur collecte. Donc, il n'y a pas de critères précis ou particuliers il ne faut pas être habilité ou disposer d'un diplôme ou en tout cas d'un savoir-faire particulier qu'il faut prouver. Il suffit juste de faire une demande. Absolument, tout à fait. C'est ouvert à tout un chacun qui donc souhaite avoir cette autorisation. Donc, il n'y a pas de conditions particulières. Et comment
justement, réglementation va permettre de contribuer à valoriser davantage le patrimoine géologique dont on parlait aujourd'hui du Maroc? Alors, lorsque les gens collectent, et pour qu'ils puissent exporter, ils doivent laisser un échantillon, mais aussi donner les coordonnées de l'endroit où ils ont trouvé, donner une petite classification primaire de ce que c'est comme type de roche. Donc, logiquement, ça devrait enrichir en fait notre connaissance par rapport à quelles sont les météorites que nous avons collectées au Maroc et où est-ce qu'elles ont été ramassées, normalement avec les coordonnées, etc. Est-ce qu'ils peuvent également les appeler, leur donner un nom? Alors justement, si nous disposons, donc ça c'était la base pour demander aux gens de donner les coordonnées, parce qu'en ayant les coordonnées, ça permet de donner une nomenclature, donc une nomenclature marocaine, pour se substituer à la nomenclature générique qui est Nord-Ouest Africa, NWA, avec un chiffre. Alors, on n'est pas encore arrivé à une situation parfaite, parce que cette nomenclature existe toujours, mais la réglementation devrait permettre d'avoir justement les coordonnées pour pouvoir aussi donc, déclarer ces échantillons avec un nom de lieu marocain. Vous pouvez nous donner un exemple de nomenclature? Alors, un exemple de nomenclature, j'aime bien, on en a plusieurs, mais par exemple Tissint, qui est une chute de météorites martiennes au Maroc, donc, qui est tombée dans la région de Tata, et donc elle porte le nom de Tissint. Alors ça, c'est une chute observée. Et je peux vous donner un deuxième exemple qui concerne non pas une chute observée, mais une trouvaille, qui est une trouvaille exceptionnelle du Maroc. C'est une météorite martienne avec une valeur extrêmement importante sur le plan scientifique et qui portait le nom en fait de donc NWA, Nord-Ouest Africa 7034. Et donc on a fait les travaux de terrain, etc., pour pouvoir lui donner un nom de lieu qui est Rabt Sbeita. Et donc là, en fait, cette météorite, bon, là, le numéro NWA est toujours là, mais il y a également à côté le nom Rabt Sbeita 003, qui est une zone marocaine. Donc voilà. Très bien. Et donc, de quand datent les premières météorites qui ont été trouvées au Maroc à peu près? Alors ça, on avait évalué à peu près. Donc ça a commencé. En fait, les collectes importantes de météorites au Maroc ont commencé en 1999 à peu près. Donc où il y avait une petite quantité de roches qui ont été ramassées. Et justement, ces roches, quand les scientifiques ont voulu leur donner un nom, ils n'avaient pas les coordonnées. Ils savaient que ça venait du Maroc, mais ils n'avaient pas les coordonnées. Et donc, ils les ont soumis au comité de nomenclature de la Meteoritical Society, qui a proposé, comme on ne sait pas d'où ça vient, ben on va les appeler Nord-Ouest Africa, NWA, avec un chiffre. Et en fait, je disais, c'est un nom générique, c'est quelque chose pour lequel je me suis battue depuis que j'ai commencé à travailler sur les météorites pour éviter au maximum cette nomenclature et la substituer par une nomenclature marocaine qui donne une identité marocaine à ces roches exceptionnelles. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est ce qu'on essaye, grâce au travail, en tout cas, des scientifiques. Est-ce que le Maroc bénéficie de ces découvertes antérieures dont on est en train de parler aujourd'hui? Celles qui ont été effectuées avant ces nouvelles appellations, en tout cas. Autant que je sache, je ne pense pas que le décret soit rétroactif. Donc, c'est vraiment depuis le moment de son adoption. En 2020, donc. Voilà, en 2020. À ce que je sache, il n'est pas rétroactif, mais je peux me tromper. Mais si on devait donner un chiffre approximatif, en tout cas, du nombre de météorites trouvées au Maroc, selon vous, ce serait à peu près combien? Alors, aujourd'hui, on a dépassé, en fait, dans les NWA, on a dépassé les 16 000. D'accord. Le numéro 16 000. Alors, elles ne viennent pas toutes du sud du Maroc, mais de toute la région, mais une très grande partie est collectée au Maroc. Vous l'avez dit d'ailleurs dans l'une de vos déclarations, et je l'ai dit en préambule, plus de 50% des météorites étudiées, en tout cas aujourd'hui à l'échelle internationale, proviennent du Maroc, n'est-ce pas? Alors, donc, il y a beaucoup de météorites qui sont collectées au Maroc.
Les météorites du Maroc contribuent énormément au nombre de météorites internationales, mais surtout, elles contribuent à plus de 50% de la production scientifique, des publications qui sont faites sur les roches extraterrestres par les scientifiques du monde entier. Donc, c'est des échantillons qui sont accessibles dans les laboratoires parce que, si je prends l'exemple de l'Antarctique, les météorites qui sont collectées en Antarctique vont directement soit à la NASA, soit à la JAXA, en fait, au Japon, et il est extrêmement difficile d'en avoir des morceaux pour faire des analyses. On peut les avoir, mais c'est très, très compliqué. Ça prend du temps, il faut faire des demandes, etc. Les météorites du Maroc, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, on en a qui sont absolument exceptionnels, rarissimes. Donc vraiment, ça développe la recherche scientifique, la connaissance et le savoir par rapport à la planétologie de façon générale. Et justement, quel type de météorites on trouve aujourd'hui, le plus en tout cas au Maroc? Alors, nous avons tous les types, depuis les chondrites ordinaires, mais ce qui est spécifique au Maroc, c'est que les météorites rares, telles que les météorites lunaires, martiennes, les angrites, etc., le plus grand taux de collecte dans le monde, c'est au Maroc. D'accord. Pour les météorites lunaires, on dépasse les 90%. Et plus ces météorites sont rares, plus elles coûtent cher d'ailleurs. Absolument. Donc plus elles sont rares, plus leur valeur marchande est élevée. Et puis ça évolue dans le temps parce que justement, quand j'ai commencé à travailler sur les météorites en 2000, les météorites les plus chères, les plus rares, etc., c'était les météorites lunaires. Elles étaient extrêmement chères. Aujourd'hui, les chasseurs de météorites ont acquis une expertise exceptionnelle dans la reconnaissance de ces roches qui sont très similaires aux roches terrestres. Donc, ils en ont collecté davantage, beaucoup plus. Donc, l'offre est beaucoup plus importante. Et les prix des météorites lunaires, par exemple, ils ont été vraiment baissés de beaucoup. Ça n'a rien à voir avec il y a 20 ans, quoi. Et pour les autres météorites rares au Maroc, en plus des lunaires? Alors, les martiennes, c'est pareil. On a plus de 85% des météorites martiennes qui sont collectées sur le sol marocain. Et puis, non seulement martiennes, mais je donnais l'exemple tout à l'heure de Robsbeita 003, qui, elle est unique au monde. En fait, elle donne une idée sur l'histoire géologique de la planète Mars. Et elle est très ancienne, elle s'est formée il y a à peu près 4 milliards d'années. Donc c'est vraiment, en termes de science, c'est un puits de science, comme on pourrait le dire pour Ticine, etc. Et est-ce qu'on est en train d'étudier là-dessus aujourd'hui au Maroc? En tout cas, les scientifiques marocains ont-ils eu accès en tout cas à cette roche? Non. Sur celle-là particulièrement, malheureusement, j'ai pas pu y avoir accès. Avec cette réglementation, si on en trouve une autre, peut-être qu'à ce moment-là, un échantillon. Absolument, j'espère. J'ai essayé, elle est très chère, donc j'ai pas pu avoir d'échantillon de celle-là, malheureusement, pour pouvoir travailler dessus. Et justement, puisqu'on parle de cette réglementation, qu'est-ce qu'elle va changer aujourd'hui? Alors, ce qu'elle va changer, c'est justement d'être en mesure de ramasser tranquillement, en toute confiance, en toute légalité, d'exporter en toute légalité du côté marocain. Mais du côté étranger, et c'est justement là, en fait, c'est pour cela que j'ai fait cette publication dans ce magazine qui est Meteoritics and Planetary Science, qui est le magazine dans lequel publient tous les chercheurs qui travaillent sur les météorites, c'est qu'eux aussi peuvent être en confiance par rapport aux échantillons qu'ils vont importer du Maroc. Donc, c'est une clarification des choses où les gens vont pouvoir avoir des documents officiels des deux côtés, pouvoir avoir dans les musées du monde entier des météorites du Maroc, exportées légalement du Maroc, c'est quelque chose... En toute transparence, en toute transparence. Et puis, pour nous,
mon idée, c'était que l'on puisse avoir une base de données beaucoup plus fournie par rapport aux échantillons qui sont collectés au Maroc, pouvoir contribuer à donner plus de noms de lieux marocains et garder des échantillons au Maroc pour la recherche. Ce qui représente, mais pour le patrimoine et pour la recherche, les deux. Parce qu'une fois qu'un échantillon est exporté, il n'y en a plus. Et donc... c'est une perte, en tout cas, pour le patrimoine géologique. Ce ne sont pas des champignons, ils ne vont pas repousser. Et après, on n'a que nos yeux pour pleurer parce que notre patrimoine est complètement parti. Donc, et si on devait faire le bilan, maintenant, ça fait depuis 2020 que la loi, en tout cas, est en vigueur, cette réglementation. Si on devait faire le bilan de ces, je dirais 4 ans, mais pas encore 4 ans, vient d'entrer dans la 4e année, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est un bilan positif? Vous avez senti un changement au niveau du terrain? Est-ce qu'il y a des observations? Alors, je vous avouerai qu'il est plus ténu que ce que j'espérais. Alors, il se trouve que malheureusement, le décret a été approuvé en plein Covid, donc c'était une période assez particulière, donc, où c'était difficile de communiquer. Bon, il y avait d'autres préoccupations. Et ensuite, donc, c'est rentrer un petit peu dans la normalisation, mais sans que l'on puisse communiquer correctement autour de cette réglementation. Il y a des exportateurs qui ont joué le jeu et qui ont donc commencé à demander en fait les autorisations de ramassage, d'export, etc. À mon sens, c'est pas encore parfait. On est loin d'avoir les 100%. Donc j'espère que c'est en bonne voie. Et surtout, encore une fois, j'insiste sur l'article que j'ai publié dans Meteoritics and Planetary Science pour que les scientifiques et les acheteurs et les collectionneurs dans le monde soient au courant de cette réglementation. Parce que beaucoup de mes collègues conservateurs de musées dans le monde me disaient « mais on ne sait pas quelle est cette réglementation, on ne sait pas ce qu'elle contient, comment il faut faire, quels documents, etc. » Donc, j'espère que maintenant, avec ce document-là, et puis donc justement avec ce partage donc sur votre plateau et donc dans la presse, que les gens soient plus au fait de cette réglementation-là et voient les côtés positifs de cette réglementation. Cette réglementation, elle n'est pas contraignante, elle est positive. Une réglementation positive, un partenariat, rappelons-le, gagnant-gagnant, et cela permettra donc d'enrichir en tout cas le patrimoine géologique du Maroc, dont on dispose, mais dont on ne bénéficie pas toujours, et au niveau de la recherche scientifique également au Maroc. Et c'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Madame Hasna Chennaoui. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Hassan II de Casablanca et vous êtes également spécialiste des météorites et des cratères d'impact, présidente également de la Fondation At-Tariq. C'était un plaisir de vous avoir. Mille merci pour votre accueil et votre écoute généreuse. Voilà, c'est donc la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Bonne soirée et merci pour votre fidélité.